Mais est-ce que c'est vrai? La première fois que j'ai été mis en demeure de prendre au sérieux cette question, de me l'approprier, de me la poser vraiment, c'était juste après un cours de philosophie que j'avais donné devant une classe de terminale, dans des conditions un peu particulières, puisque ce cours se faisait en présence de ce qu'on appelle un inspecteur. Je me souviens que c'était un cours consacré à un texte de Jean-Jacques Rousseau, qui essayait de mettre en place la façon dont s'articulait la parole et la pensée. Le cours se déroule plutôt bien. Les élèves quittent la salle. L'inspecteur me retient pour l'entretien d'usage. Il m'adresse un certain nombre de félicitations, puis vient un grand silence. Il baisse la tête, il la redresse, il me regarde, il me dit « Mais au fond, mais est-ce que c'est vrai ?» Devant ma perplexité, il juge nécessaire de préciser le sens de sa question et rajoute, bah oui, enfin, la façon dont Rousseau articule parole et pensée. Est-ce que c'est vrai? Et je me souviens de cette formule qu'il rajoute, est-ce que vous en mettriez votre main à couper? Ma perplexité s'explique assez facilement. J'étais jeune professeur, je suis toujours professeur, et je n'avais pas du tout été préparé pendant mes études de philosophie à me poser ce genre de questions. On m'avait donné à travailler un certain nombre d'auteurs classiques, Platon, Aristote, Descartes, Hegel, qui voudrait. Mais lorsque je les travaillais, mon souci n'était pas du tout de savoir si ce que je lisais dans leurs œuvres était vrai. C'était simplement d'essayer de les comprendre le mieux possible pour éventuellement rendre compte le mieux possible de leurs pensées. Mais cette question-là, est-ce que c'est vrai? C'est une question qui me semblait d'ailleurs globalement hors jeu. Pourtant, et quoi qu'il en soit de ma perplexité, il m'a bien fallu admettre que cette question posée par l'inspecteur était une question très forte, essentielle. Elle faisait signe à la fois vers un véritable souci de la vérité, sans lequel il n'y a pas de discours philosophique qui puisse tenir, et en même temps vers un scepticisme de méthode, vers une compréhension du doute comme prise de distance, comme prise de recul, nécessaire pour celui qui veut laisser un peu de place pour une advenue, pour un surgissement possible de la vérité. Et donc, l'inspecteur parti, pendant quelques jours, je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose, que ma formation philosophique et professorale était loin d'être achevée, et qu'il me fallait apprendre à douter. Pour cet apprentissage, j'ai essayé de rassembler les grandes figures du doute qui m'étaient à peu près familières. Et je me suis rendu compte que 4 de ces grandes figures pouvaient se présenter assez facilement à moi. La première figure du doute, je vais la rattacher à la personne de Pilate. Certains d'entre vous connaissent sans doute ce moment décrit, présenté en tout cas dans l'évangile de Jean. Jésus comparaît devant Pilate. Pilate l'interroge. Et Jésus a cette formule tout à fait étonnante. Il dit, voilà, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate, qu'on imagine aisément un peu désabusé, lui répond, qu'est-ce que la vérité? La question de Pilate ressemble étrangement, quand on la regarde de loin, à celle de mon inspecteur. D'un côté, mais est-ce que c'est vrai? Question de l'inspecteur. De l'autre côté, qu'est-ce que la vérité? Question de Pilate. Mais dès qu'on les regarde de près,
on se rend compte qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. La question de mon inspecteur fait signe, je l'ai dit, vers un véritable souci de la vérité, mais Pilate, la vérité, il n'en a rien à faire. Ce n'est pas son problème du tout. Savoir si celui qui se présente devant lui est réellement coupable de ce dont on l'accuse, ce n'est pas son problème. Le doute de Pilate n'est pas un doute qui ouvre un chemin possible de vérité, c'est une manière de douter dans l'indifférence la plus radicale à l'égard du vrai. C'est ce que j'appellerais un doute cynique, désabusé et destructeur. Donc j'ai laissé de côté cette figure du doute et je me suis tourné vers une figure plus traditionnelle en philosophie, celle de Pyrrhon d'Élis, philosophe de l'Antiquité grecque, fondateur d'une école qu'on appelle l'école sceptique. Pyrrhon et ses disciples partaient d'un principe assez simple, selon lequel on ne peut jamais être sûr de connaître la vérité, qu'elle ne nous est pas accessible, et que la sagesse minimale consiste par conséquent à suspendre son jugement, à ne rien affirmer et à ne rien nier. Puisqu'on ne sait pas ce qu'il en est de la vérité, le mieux est de ne jamais se prononcer à son sujet. Il m'a bien fallu reconnaître quand même qu'il y avait dans cette position prétendument sage quelque chose comme une paresse intellectuelle, une sorte d'ignorance confortable. C'est facile de dire, après tout, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je ne me prononce pas. L'ignorance comme asile de notre paresse métaphysique. Et ce doute qui m'avait été présenté pendant mes études universitaires comme raisonnable m'a semblé, au fond, un peu faible, un peu léger, un peu artificiel. On ne peut pas sérieusement prétendre qu'il n'est pas possible de connaître quoi que ce soit de la vérité, puisque l'affirmer, c'est déjà prétendre dire, de toute façon, quelque chose de vrai. Donc je n'ai pas pu me résoudre à prendre au sérieux cette deuxième figure du doute, que j'appellerai donc simplement le doute sceptique. Je me suis tourné vers une troisième figure qui relevait plutôt, celle-ci, de ma culture littéraire et qui correspond au personnage d'Othello dans la pièce éponyme de Shakespeare. Là, le doute fonctionne de manière très différente. Je vous rappelle à peu près rapidement l'argument de la pièce. Othello est un grand général vénitien, victorieux sur de nombreuses scènes de combat. Il rentre à Venise pour retrouver la femme qu'il aime et qui ne devrait pas tarder à épouser, Desdémone. Desdémone et Othello ont un ami commun, Cassio, fidèle à l'un et à l'autre. Mais ils ont aussi un ennemi commun, l'infâme Iago, jaloux du bonheur de Desdémone et d'Othello, et jaloux de Cassio. Et Iago va profiter de sa position auprès d'Othello pour insinuer dans son esprit un doute terrible. Le soupçon à l'égard de Desdémone, le soupçon qu'elle puisse le tromper avec Cassio. Ce soupçon, Othello commence par l'écarter sans trop de difficulté, mais peu à peu, Iago va tisser la trame de sa manœuvre, et puis le doute va vraiment s'insinuer de plus en plus profondément dans le cœur et dans l'esprit d'Othello, qui va finir par croire en la perfidie de la femme qu'il aime, et qui, dans un accès de folie, l'étranglera
de ses propres mains. On comprend aisément ici que ce doute d'Othello n'est pas du tout la marque d'une sagesse. Il n'est pas, lui non plus, un chemin vers la vérité. Il a quelque chose de morbide, il a quelque chose de fou, il est l'incapacité à faire confiance à ceux qu'on aurait pourtant toutes les raisons d'aimer. Ce doute, je vous propose de l'appeler un doute pathologique, et lui aussi, il m'a bien fallu l'écarter. Je suis donc revenu à une culture philosophique plus classique, à une quatrième figure du doute qui m'était proposée par un philosophe dont vous avez tous déjà entendu au moins le nom et qui s'appelle Descartes. Quand Descartes quitte le collège des Jésuites où il a fait ses études, il a un projet, on pourrait qualifier quasiment de pharaonique, refonder l'édifice des sciences de son temps sur le socle d'une certitude absolument inébranlable. Une vérité première qui ne laisse aucune place au doute. Et pour dégager cette vérité première de la gangue de ses croyances, de ses représentations convenues, de ses convictions un peu faciles, que fait Descartes? Il choisit de douter aussi loin que possible, de douter de façon radicale, de remettre en doute la totalité de ses représentations, de se demander pour chacune d'elles, mais est-ce que c'est vrai? Premier temps, voilà, je suis persuadé qu'il y a un monde autour de moi, qu'il y a cette salle, qu'il y a des chaises, qu'il y a vous qui êtes présents, un écran derrière moi. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas victime d'une sorte d'illusion radicale de mes sens qui me ferait prendre des vessies pour des lanternes? Pas sûr, après tout, qu'il y ait un monde. Alors je peux me tourner, comme le fait Descartes, vers les vérités de raison. 2 et 2 font 4, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Il va dire, bon bah voilà, là au moins il y a quelque chose de stable dont je ne peux pas douter. Mais là encore, Descartes, pourtant mathématicien extraordinaire, dit, ben non, parce que ces vérités de raison, je ne les tiens pour vraies qu'en vertu de la puissance de ma raison, dont je sais bien qu'elle est faillible. Je me trompe parfois en raisonnant. Comment puis-je accorder un crédit total à ma raison si je sais que parfois je me trompe? Donc non, après tout, ce n'est pas là la vérité première sur laquelle refonder l'édifice des sciences. Troisième temps, j'ai au moins la représentation de mon propre corps comme une sorte d'évidence immédiate. Je sais bien, parce que je le sens bien, qu'en ce moment, je remue les bras, je pars, je marche. Et cette certitude, cette vérité de ma propre corporéité semble absolument incontestable. Et là, Descartes, dans un argument extraordinaire, dit « Ben non, pas sûr. Puisqu'il m'arrive d'être persuadé que je marche alors que je ne marche pas, il m'arrive d'être persuadé que je parle alors que je ne parle pas, il m'arrive d'être persuadé que je mange alors que je ne mange pas, lorsque je rêve, par exemple. Et si la vie est un rêve, si mon corps lui-même était un corps de rêve, laissez-moi rêver un petit peu. Mais à ce moment-là, ce doute qui est devenu radical, qui a tout emporté avec lui, va se convertir en une vérité elle-même indubitable. Moi, qui pense qu'il existe un monde, même si ce monde n'existe pas. Moi qui pense que 2 et 2 font 4, même si 2 et 2 font 5. Moi qui pense que j'ai un corps, même si ce corps est une illusion. Il n'est pas possible que je ne sois rien du tout. Il n'est pas possible que je n'existe pas. Et c'est cette vérité première que Descartes rassemble dans une formule bien célèbre et généralement pas comprise du tout, le fameux « je pense, donc je suis ». Moi qui pense qu'il y a un monde, que 2 et 2 font 4, que j'ai un corps, il n'est pas possible que je ne sois pas. Cette vérité-là, cette vérité du moi,
cette vérité du j'existe, est bien une vérité première. Le doute cartésien, vous comprenez bien, n'est pas le doute de Pyrrhon, ce n'est pas le doute d'Othello, ce n'est pas le doute de Pilate. C'est un chemin vers la vérité, une manière de la prendre au sérieux. Et quand j'ai pu mettre en vis-à-vis le doute cartésien et la question de mon inspecteur, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien, ça a été pour moi l'occasion d'une véritable conversion. Une conversion, ce n'est pas seulement un changement d'habitude, de méthode ou de paradigme. Une conversion, c'est toujours une façon de se tourner plus radicalement vers la vérité. Et tourner vers elle, j'ai dû me rendre compte qu'il me fallait en quelque sorte jouer sur deux tableaux ou éviter deux pièges. Le piège d'un discours philosophique qui n'aurait aucun souci de la vérité et qui se voudrait simplement brillant ou fascinant. Réduction de la philosophie à la rhétorique la plus creuse. Mais d'autre côté, le piège du dogmatisme, de la prétention à connaître la vérité tout entière, à pouvoir la saisir et la dire sans reste. Et depuis ce jour, je ne peux plus enseigner la philosophie de la même manière. Je ne peux plus simplement faire un numéro devant des élèves, je ne peux plus simplement leur présenter des auteurs ou ma propre pensée. Chaque fois que je prépare un cours pour eux, chaque fois que je développe ma pensée devant eux, eh bien résonne dans mon esprit cette question absolument essentielle, cette question qui m'a été enseignée par mon inspecteur, cette question sur laquelle il n'y a pas de travail de la pensée, cette question sans laquelle il n'y a pas de philosophie possible, mais est-ce que c'est vrai ?